ne la présente plus. Allez, notre députée, voilà. Nous souhaitons qu'elle le reste. À toi. Alors, d'abord, comme citoyenne de Melle, je voudrais saluer les autorités locales, monsieur le maire honoraire. Bonsoir Pierre. On n'est pas bien là, moi j'adore cet endroit, je le trouve magnifique. Merci à toutes et à tous de vos paroles et merci d'être rassemblés ce soir dans vos engagements, dans vos actions, dans votre diversité. Je reconnais presque chacun de vos visages qui me rappellent beaucoup de souvenirs, de discussions, de batailles menées ensemble ou des échanges plus récents. Je vois une force commune dans sa diversité, mais la diversité, c'est comme dans la nature, c'est une richesse, une diversité qui est unie par des valeurs communes. Et je ne peux m'empêcher de penser aux figures d'une génération qui m'a inspirée, Jean Belot, Éric Gauthier et d'autres copains qui nous manquent. Je voudrais saluer aussi une militante, Linette Michaud de Chef Boutonne, qui est décédée hier et que je voudrais qu'on applaudisse. Alors, dans l'histoire de celles et ceux qui ont façonné cette circonscription, cette histoire, nous sommes rassemblés pour la prolonger, pour la faire durer, mais surtout pour en écrire à notre tour une nouvelle page, dans des circonstances graves, celles d'un bouleversement historique. Effectivement, je me présente devant vous, forte de la confiance que vous m'avez accordée il y a 5 ans, forte d'un bilan, celui de première parlementaire TE2RE de France. Ce classement, il m'honore avec mon suppléant Jean-Luc Drapeau, que je vous demande aussi d'applaudir, et que je remercie de sa fidélité et du travail que nous allons continuer ensemble. Il honore mon équipe parlementaire, Mathieu, Nina, Étienne et Marilène, que je salue. Il nous honore, mais pas par ego. Parce que l'Assemblée nationale, ce n'est pas la Star Academy et nous ne courons pas après les palmarès. Non, il nous honore pour des raisons fondamentalement politiques, car il est attribué à ce que le jardinier Gilles Clément appelle la position de Melle, c'est-à-dire une résistance au système dominant par lequel tout se marchandise au détriment de l'environnement et de l'humanité. Une résistance à la confiscation du bien commun, un état d'esprit d'ouverture, de générosité qui nous situe comme dans un jardin, dans un territoire mental d'espérance. Voilà, moi aussi je vais utiliser la pince. Je parlais de la position de Melle, mais parce que le texte a été écrit par Gilles Clément pour le jardin d'eau, jardin d'ortie. Mais je pourrais parler tout aussi bien de la position de la Gâtine Poitevine, qui a inventé le FIFO, le CARU, qui a le CPIE, de la position du Marais Poitevin, qui se bat pour la ressource en eau dans la 2e zone humide de France, ou encore de la position du festival au village de Brioux-sur-Boutonne, ou des foyers ruraux et du combat pour la culture populaire, ou encore de l'esprit de résistance et de la position de l'esprit mutualiste dans le Haut-Val de Sèvres, dont l'histoire est intimement liée à celui de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes les héritières et les héritiers de ce qu'une génération a bâti, de ce qu'une autre a poursuivi. Mais la nôtre, de génération, elle doit affronter des événements qu'il n'y a pas si longtemps encore paraissaient inimaginables et inenvisageables. 2 ans de pandémie qui ont fait dans les Deux-Sèvres 299 morts dont on ne parle jamais, auxquels aucun hommage national n'a été rendu, alors que beaucoup de familles ont dû faire des obsèques dans une certaine forme de solitude. Un confinement général de la population et la mise à l'arrêt de presque la totalité de l'économie mondiale. Et maintenant, le retour de la guerre sur notre continent. Et gloire à la résistance ukrainienne face à Vladimir Poutine dans cette guerre qui nous concerne et où se joue
le destin de l'Europe. Et maintenant, un nouveau choc pétrolier et le retour spectaculaire de l'inflation et de l'augmentation de tous les prix. L'effondrement des services publics, à commencer par celui de la santé, mais tous les autres aussi, où les agents publics, et je pense en particulier aux enseignants, souffrent. Et bien sûr, l'effondrement de la biodiversité, parce que c'est ici, en Deux-Sèvres, que l'on compte les 80% d'insectes en moins et le 1/3 d'oiseaux des champs en moins. Et l'emballement du réchauffement climatique qui nous frappe ici, en Deux-Sèvres, avec les épisodes de grêle violents, avec la sécheresse, avec les inquiétudes pour l'eau potable, pour les productions agricoles, pour les maisons victimes des retraits gonflements d'argile. Alors, dans le débat politico-médiatique de nos jours, tout est mis au même niveau. C'est le culte de la dernière polémique, du bruit, du buzz permanent, du clash sur les réseaux sociaux qui finit par épuiser et par noyer les gens sous des torrents d'informations qui n'en sont pas, en tout cas d'éléments irritants, qui sont une machine à dégoûter de la démocratie et qui éloignent des questions essentielles, qui appellent des choix de société profonds. Eh bien nous, dans ce maelstrom, nous tenons la position de Mel, nous tenons la position des Deux-Sèvres, celle d'un regard droit qui sait où il va dans les urgences du moment. Ce qui est en train de se passer. À côté, le Covid, c'était rien, m'a dit ce matin un entrepreneur du secteur du bâtiment au sujet de la hausse des prix de l'énergie, des ruptures d'approvisionnement en matériaux, des conséquences en cascade de l'inflation, mais aussi de la sécheresse et des épisodes de grêle. Alors, il faut d'abord mesurer ce qui est en train de se passer et comprendre que tous ces événements sont liés. Poutine ne pourrait pas financer sa puissance militaire et ses crimes de guerre sans l'achat quotidien par l'Europe de pétrole et de gaz pour 700 millions d'euros par jour. Les prix du blé ont commencé à monter de façon exponentielle bien avant la guerre en Ukraine, dès cet automne, en raison des pertes de production liées aux événements climatiques de l'été dernier, de la même façon que s'il n'y a plus de moutarde dans les supermarchés, c'est à cause de la sécheresse au Canada, où vous savez, il y a eu un dôme de chaleur où on a mis des humains dans des salles de refroidissement. En fait, toute notre économie dépend des énergies fossiles qui provoquent l'emballement du réchauffement climatique et qui sont la cause majeure des vulnérabilités actuelles. Et tous ces événements touchent intimement les gens. Dans toutes les rencontres que nous avons faites au cours de cette campagne électorale, qui en effet n'est pas terminée, je l'ai entendu. Est-ce qu'il y aura encore des oiseaux? Pourquoi est-ce qu'on arrache encore des haies dont on aurait tant besoin? Est-ce qu'il restera des médecins pour s'occuper de nous? Est-ce qu'on aura encore de l'eau en quantité suffisante? Comment on va produire notre nourriture demain? Et hier, nous étions dans une rencontre citoyenne à Frontenaire-Rouen, dans laquelle il y avait un enfant. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, de ma vie de députée, dans une rencontre citoyenne, qu'un enfant lève la main. Il s'appelle Max, il a 11 ans. Il nous a demandé, est-ce qu'il y a encore un avenir pour lui, pour sa génération? Parce que ce qui l'inquiète le plus pour son avenir, c'est le changement climatique. Il l'a dit de façon extrêmement sérieuse, extrêmement juste et franchement bouleversante, parce qu'il l'a prononcé avec la maturité d'un adulte, lucide sur le cours des événements que bien des gouvernants et bien des technocrates ne veulent pas voir en face. 2/3 des jeunes aujourd'hui en France sont en situation de ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire d'une angoisse légitime face aux bouleversements en cours. Cette angoisse, pour nous, elle ne doit pas être paralysante. Elle doit au contraire renforcer notre capacité d'agir de façon concrète et de façon immédiate. Et de façon immédiate, elle appelle à un combat frontal avec le cœur du programme politique d'Emmanuel Macron et de la Première ministre Elisabeth Borne, selon laquelle, je cite, « Nous ne ferons pas d'écologie contre l'économie, autrement dit,
nous ne ferons absolument rien. C'est le choix de société fondamental qui est posé au travers des élections législatives. Il n'engage pas seulement la vie politique, j'allais dire, comme d'habitude, pour les 5 prochaines années, pour un quinquennat, pour une législative. Ce qui est en jeu dans le scrutin de dimanche, ce n'est pas juste la répétition des 5 années d'inaction climatique et d'injustice sociale qui viennent de s'écouler. Parce que nous sommes dans ce moment un peu particulier, je vais faire une analogie météorologique, vous savez, qui est celui de l'œil du cyclone, c'est-à-dire d'un faux calme avant la tempête. Quand on parle des données scientifiques des rapports du GIEC de 1,5 degré de réchauffement planétaire en 2027, ça veut dire très concrètement chez nous la multiplication par 2 des épisodes de sécheresse et une augmentation de 41% du risque de vivre des canicules telles que celle de l'été de 2003. Voilà pourquoi, en fait, ces enjeux écologiques aujourd'hui, il faut changer radicalement d'approche dans la façon dont ils sont compris. Il faut comprendre que c'est désormais une question de sécurité vitale, une question régalienne en tant que telle, une question de protection de la population et de ses moyens de subsistance. Voilà pourquoi la reconnaissance de l'état d'urgence écologique implique une mobilisation générale et implique le retour de la puissance publique. Parce qu'en réalité, la pandémie, elle a sonné la fin d'un cycle. Ce cycle, c'est celui de 40 ans de dérégulation, 40 ans de vague libérale. La pandémie, initialement, elle a ouvert, pour un gouvernement qui voudrait agir, elle a ouvert des marges de manœuvre inédites avec la remise en cause du pacte de stabilité et de croissance à l'échelle européenne. Et donc, elle a donné potentiellement des marges de manœuvre qui n'existaient pas auparavant. C'est normalement ce qu'on devrait être en train de vivre et ce qu'un gouvernement devrait faire et ce que nous voulons faire. C'est le grand retour de la légitimité de l'intervention publique. Parce qu'aujourd'hui, soit en fait on continue de subir les événements, soit on organise démocratiquement le fait de reprendre le contrôle de nos vies, ce qui implique le retour de l'État, mais aussi le retour de la puissance publique à l'échelle locale et de sa capacité d'agir. Ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par Olivier, sur les coupes budgétaires qui sont envisagées pour les collectivités territoriales. Alors, la capacité d'agir, d'abord, je le disais, pour l'écologie. Dans une société où tout est marchandise, les scientifiques, je ne sais pas si vous en rendez compte, en sont à calculer les pertes de rendement liées à la disparition des pollinisateurs pour parler le langage du système et pour essayer de convaincre qu'il y a urgence à en finir avec le glyphosate, les néonicotinoïdes et tous les pesticides. Mais en fait, cette logique du bien commun contre l'obsession du profit, elle vaut pour tous les enjeux qui ont été abordés précédemment, mais dont je veux dire un mot. Est-ce qu'il faut améliorer la qualité de vie de nos anciens à domicile, dans les EHPAD publics, dans des EHPAD associatifs ou mutualistes à but non lucratif, ou bien considérer qu'il est normal de voir prospérer un secteur lucratif avec des publicités telles que celles que j'ai vues dans le Courrier de l'Ouest l'autre jour. Investissez dans les EHPAD, 6% de rendement par an, défiscalisé jusqu'à 63 000 € pour qu'Orpea et les autres placent leur argent dans les paradis fiscaux et maltraitent et les résidents et le personnel. Ça suffit. Est-ce qu'il faut considérer que la liberté d'installation des médecins est un tabou intangible? Ou est-ce que de façon démocratique, on peut considérer que c'est une question quand même normale quand une commune sur 3 en France est devenue un désert médical, d'organiser de façon transitoire une régulation pour obliger à l'installation de façon temporaire des médecins, mais aussi à un changement de modèle avec des centres de santé, avec des médecins salariés, ce qui correspond d'ailleurs à l'aspiration de plus en plus d'entre eux en termes de changement des conditions de travail. Est-ce qu'il est normal que l'hôpital soit assujetti à des règles de rentabilité avec la T2A, qui fait que tout le système de santé publique est en train de s'effondrer? Est-ce qu'il faut se résigner à ce qu'on embauche des profs en speed dating pour remplacer ceux qui sont épuisés par la façon dont Jean-Michel Blanquer a dirigé l'éducation nationale?
Est-ce que la main invisible du marché doit fixer les prix dans tous les domaines selon la loi de l'offre, de la demande, de la spéculation, ou est-ce que certaines denrées de base doivent avoir un prix fixé et que d'autres, qui sont des biens communs, doivent être préservées des logiques marchandes? Est-ce qu'il faut que la démocratie reprenne le contrôle de l'État à la place des lobbies, ou est-ce qu'il est normal que nos impôts financent la conception de politiques publiques fumeuses par McKinsey qui ne paye même pas d'impôts en France? Est-ce que pour les travailleuses et les travailleurs, la perspective, ça doit être de travailler jusqu'à 65 ans, quand aujourd'hui seulement 32% de ceux qui ont 60 ans ont un emploi? Est-ce qu'il faut se résigner à l'explosion des factures d'énergie, à l'annonce de la suppression même des tarifs réglementés pour les particuliers? Si vous êtes au gaz ou à l'électricité, vous avez dû recevoir récemment une lettre du gouvernement qui vous l'annonce. Ou est-ce qu'il faut au contraire reprendre le contrôle public du secteur de l'énergie pour pouvoir organiser notamment la transition énergétique? Et quand il y a un épisode de grêle qui ravage les cultures, est-ce qu'il est normal que le ministre de l'Agriculture, qui soutient ma concurrente, ministre de l'Agriculture dont l'ancienne chef de cabinet vient d'être embauchée comme directrice des relations publiques de Monsanto, Bayer, Syngenta, etc., etc. Est-ce qu'il est normal que ce ministre de l'Agriculture renvoie les agricultrices et les agriculteurs vers les assureurs privés? Vous savez, ça m'a rappelé le texte de l'appel fondateur de la Maïf. Trompés, grugés par les compagnies d'assurance, vous pouvez vous libérer de leur emprise, essayez. Oui, il faut aujourd'hui de nouveaux systèmes mutualistes face aux risques climatiques. Ministre de l'Agriculture, qui lorsqu'il évoque l'épisode de grêle, ne dit pas un mot du changement climatique, ne dit pas un mot de la nécessité de faire évoluer le modèle agricole. Et le changement du modèle agricole, chez nous, il implique effectivement d'arrêter les travaux des projets de réserve de substitution, puisque aucune obligation écologique n'est sérieusement respectée, et qu'aujourd'hui, en fait, le gouvernement veut faire de ce projet le symbole de sa capacité à passer en force et à s'asseoir sur toute exigence écologique. Oui, nous voulons des coquelicots, des oiseaux. Nous voulons des agricultrices et des agriculteurs qui vivent de leur travail. Nous voulons une alimentation saine et locale. Nous voulons des enseignants pour éduquer, prendre soin avec bienveillance de nos enfants. Nous voulons vivre dignement jusqu'à la fin de nos jours. Nous voulons un travail qui paye et qui laisse du temps libre pour profiter de la vie. Le retour des services publics et de l'humain d'abord. L'humain à l'hôpital, dans les EHPAD, l'humain qui reconnaît enfin les métiers féminins du soin dans les EHPAD, à domicile, auprès des enfants, et je pense en particulier à ce qu'on appelle les AESH. L'humain dans les démarches administratives, parce que j'en ai marre comme députée de voir des personnes, notamment retraitées, malades de ne pas arriver à faire leurs démarches administratives, paniqués par le passage au tout numérique et avec toute la bureaucratie qui va autour, où il n'est plus possible d'avoir personne au téléphone pour régler des problèmes simples. L'humain pour avoir le droit à la tranquillité à domicile, parce que oui, je veux faire interdire complètement le démarchage téléphonique et le démarchage commercial. L'humain dans l'économie, par la défense du commerce de proximité qui est en train de se faire manger par la concurrence déloyale des multinationales du e-commerce. Alors, dans notre circonscription, une chose m'a frappée ces dernières semaines partout. Partout, j'ai vu l'impact massif de la pandémie dans ce qu'elle changeait dans les esprits. Aux quatre coins de la circonscription, j'ai vu des gens qui veulent, qui aimeraient ou qui sont en train de changer de vie. J'ai vu une banquière qui est bien plus heureuse dans l'élevage de moutons. J'ai vu une secrétaire comptable qui a lâché son boulot pour se mettre à l'élevage de poules pondeuses bio. J'ai vu des jeunes diplômés, ingénieurs, qui travaillaient dans l'industrie, qui viennent de créer une ferronnerie à Parthenay. J'ai vu des tiers-lieux qui se créent ici et là pour inventer un nouveau monde.
Je vois une nouvelle génération d'élus locaux et locaux qui est en train d'émerger, qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager. J'ai vu qu'il y a une potentialité pour inventer ici une autre façon de vivre. Parfois, dans tous ces changements, il y a en fait l'envie de retrouver le sens des choses, l'envie de retrouver un sens à sa vie, l'envie de voir concrètement les résultats de son travail. Et parfois, souvent, dans tous ces changements de vie que je vous raconte, on gagne moins, mais on est nettement plus heureux. On est nettement plus heureux parce qu'on fait un choix de vie dans lequel on retrouve du sens. Et les gens ne veulent plus vivre dans un système où ils sont broyés. Ils ne sont plus d'accord pour subir les événements. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'un territoire comme le nôtre, après avoir, comme tant d'autres territoires ruraux, été victime du mépris centralisateur de l'État, de la grande métropolisation de tout, eh bien, c'est en fait dans ces territoires aujourd'hui que beaucoup de gens ont envie de vivre et ont envie d'inventer des projets collectifs. Alors, ce contre quoi il nous faut lutter, c'est contre la résignation. Ce contre quoi il faut lutter, c'est contre cette idée que tout est déjà joué, qu'on ne peut pas se battre, que ça ne changera pas, et qu'il n'y aurait plus de solution que dans des projets individuels. Parce que tout ce que je viens de vous raconter là, ce sont pour l'instant des projets individuels que nous devons, nous, transformer en projets collectifs et en projets de vie commune dans notre territoire. Nous pouvons être un territoire d'espérance en nous rassemblant, en mettant en relation les projets entre eux, en relançant aussi toute la vie associative, sportive, de l'éducation populaire qui a beaucoup souffert avec la pandémie, pour la jeunesse, pour le commerce et l'activité économique locale à échelle humaine, pour bien vivre chez nous. Les solutions existent et je veux saluer parmi nous la présence de Pierre Leroy, qui nous vient des montagnes qui me sont très chères dans le Briançonnais, qui est président du pays du Grand Briançonnais, avec lequel, et le maire de Saint-Mexan qui l'a invité est là. La question qui est posée maintenant, c'est de créer un réseau national agissant de tous les élus locaux engagés dans ces démarches, parce que les solutions existent et que s'ouvre le temps de l'émancipation des territoires pour faire par nous-mêmes. Alors, dans cette situation que j'ai évoquée, parce que j'ai déjà été longue, nous sommes dans la situation où un ou une députée, pour notre circonscription, qui serait là pour obéir, pour être un ou une parlementaire godillot aux ordres du président, ça ne servira à rien pour notre circonscription et ça n'obtiendra absolument rien. Les députés de La République En Marche, je les ai vus pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Et ce sont des députés tellement inutiles que certains d'entre eux ont décidé de ne pas se représenter, et pas des moindres. Même le vice-président de l'Assemblée nationale, quelqu'un pour lequel j'ai par ailleurs une profonde estime, a expliqué sa décision de ne pas se représenter aux élections législatives, je cite, comme un acte politique mûrement réfléchi, une alerte, parce que la majorité a considéré que le Parlement était accessoire et que l'Assemblée nationale a été considérée comme une chambre d'enregistrement de décisions élaborées ailleurs. Avec moi, vous n'avez aucun risque en la matière. Il n'y a aucun risque que je me normalise, il n'y a aucun risque que je rentre dans le rang, il n'y a aucun risque que je sois une députée qui ne serve à rien dans la circonscription ou qui n'apporte rien à la France. Je serai fidèle à l'esprit de résistance que j'évoquais tout à l'heure, avec la volonté d'agir avec tous les autres collègues
Je l'espère en étant majoritaire, sinon en étant une opposition démocratique forte pour agir tout de suite et proposer de nouvelles solutions pour le pays. Je suis candidate car au travers de ma candidature, nous pouvons battre Macron dans cette circonscription. Elle est annoncée comme un des points chauds à l'échelle nationale, où le destin des élections législatives va se jouer. Et donc moi, je ne crois pas du tout aux histoires de premier tour. Je vous appelle à la mobilisation pour avoir une députée travailleuse, pour avoir une députée qui a des valeurs solides, pour avoir une députée qui siégera dans le groupe écologiste au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour avoir une voix qui pèse à l'Assemblée nationale, pour porter aussi des idées nouvelles dans la vie politique nationale. Et en fait, nous sommes dans la situation où c'est au travers de la transformation écologique, c'est au travers du retour des services publics, c'est au travers des décisions qui améliorent la vie des gens que la France peut construire une nouvelle étape de son histoire républicaine. Parce que la République, ce n'est pas des valeurs dans la naphtaline. La République, elle se construit sans cesse. Elle est éternellement inachevée, disait Mendes France. Et que si l'on veut éviter dans notre pays la montée de l'individualisme, la montée du communautarisme, la montée de la haine, la montée de l'extrême droite, alors il faut ouvrir un nouvel horizon dans lequel on se projette dans l'avenir pour défendre la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Je finirai en vous disant une chose. C'est qu'on nous annonce une abstention record. Et que l'abstention, c'est l'ennemi du bon résultat électoral. Donc il faut, dans les prochaines heures, que les téléphones chauffent d'ici dimanche. Il faut appeler les amis, il faut appeler la famille, il faut aller voir les voisins pour que personne n'oublie d'aller voter. Peut-être beaucoup de personnes croient que les choses sont jouées. Pas du tout, en fait. Les choses, elles se jouent dans les urnes. Chaque bulletin de vote va compter. Chaque voix va compter. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents. Merci aux forces politiques de la coalition Arc-en-Ciel qui s'est formée. Merci aux écologistes, merci aux insoumises et aux insoumis, merci aux socialistes, merci aux communistes, merci aux centristes, parce qu'il y en a aussi, merci aux élus, aux citoyens, merci de votre mobilisation, merci de faire force commune, et comme dit le slogan, toutes et tous ensemble, tous ensemble. Il y a donc un pot qui va être servi avec du tourteau de chez Bobo et la musique va reprendre et on a le droit de danser sur la scène ou pas sur la scène, mais voilà, on peut danser et faire passer un moment convivial ensemble. Merci beaucoup. Tu vas pas les réécouter ?